Alors, bonsoir Durley, merci d'être avec nous pour cette 8e rencontre Chendukwa. C'est des rencontres qui nous permettent de conforter une communauté autour de nous, de faire connaître notre action, de faire connaître ce qui se passe en Colombie avec les peuples de la Sierra, donc les Kogi, Wiwa, Arhuaco principalement, avec lesquels nous travaillons. Et on essaye d'avoir des regards différents à chaque fois, à chaque séance, puisque c'est la 8e, donc à chaque séance, on essaie d'avoir des regards différents, des approches différentes. On a eu quelqu'un sur l'eau, on a eu quelqu'un qui a une ONG qui travaille sur le regard des peuples sur eux-mêmes. Il y a eu quelqu'un sur l'industrie, le rapport industrie avec toute la... par rapport au savoir ancestral. Enfin, voilà. Et puis on a eu Marie-Hélène Strauss qui avait ouvert au tout début, avec Éric Julien, évidemment, pour le tout début. Alors, Durley, quelques mots pour te présenter, puis tu nous dis de quoi tu nous parles. J'ai adoré le titre. Vous avez vu 200 ans de solitude. C'est joli, non? Oui, ben, Je t'en prie. avant de me présenter moi, je vais présenter l'ouvrage qui m'a inspiré le titre de cette courte présentation. Là, voici. En tout cas, c'est l'édition que j'ai chez moi et vous voyez un peu tout ce que je feuillette dedans depuis très longtemps. Cette édition, je la chéris beaucoup. C'est l'édition collector des 100 ans de solitude en langue espagnole. Et pourquoi 200 ans de solitude? Parce que c'est à peu près cette période-là, depuis cette période-là, que la Colombie essaye de dialoguer avec ses différentes parties prenantes. Si je prends une expression très en vogue dans le vocabulaire RSE, responsabilité sociétale d'entreprise. Et pourquoi donc ce dialogue assez complexe entre les parties prenantes de la Colombie? Je vais essayer de vous donner mon point de vue, qui est alimenté par divers points de vue des personnes d'origine différente, d'origine et de profession aussi très différentes, et qui, de l'intérieur ou de l'extérieur, regardent la Colombie avec beaucoup d'attentes, beaucoup d'expectatives par rapport à tout le potentiel qu'il y a dans le pays. Chendukwa, il est pressant. Et vous le savez, ô combien ce potentiel il est important, non seulement pour le pays en lui-même, mais également pour la région et au niveau mondial. Parce que Chendukwa, vous travaillez avec les Kogi, qui ont la particularité de ne plus que tous les autres peuples ancestraux qui défendent notre équilibre et notre façon d'agir avec le vivant, et notamment Pachamama, la terre-mère. Les Kogi, c'est peut-être le seul peuple qui fait de ça une cosmogonie globale, c'est-à-dire vraiment, attention, parce que notre écosystème à nous, c'est un micro, c'est une espèce d'architecture micro de tout ce qu'est la Terre. Et ce qui arrive à la Sierra Nevada de Santa Marta arrivera tôt ou tard, vraiment au niveau global. Donc c'est pour ça qu'ils sont dans une dans une posture extrêmement pertinente pour pouvoir nous dire attention, soyez vigilants. Nous ici, ça nous impacte de certaines façons, ça va impacter certainement d'autres écosystèmes, puisque la Sierra Nevada de Santa Marta a la particularité d'avoir absolument tous les étages thermiques, c'est-à-dire que ça commence en dessous du niveau de la mer et ça arrive jusqu'à un peu plus de 5500 mètres au niveau de l'altitude. Et ça veut dire que, étant au niveau équatorial, dans la ceinture équatoriale, tous les 1000 mètres, nous avons, au niveau des écosystèmes, des climats totalement différents, une biotope, c'est-à-dire une relation entre entités vivantes très différentes, des façons de vivre, de façon de se nourrir, de façon d'interagir très différentes. Or, la Sierra Nevada condense absolument tout ça dans un territoire petit par rapport à l'échelle de la Colombie et également par rapport à l'échelle de la Terre. Mais donc, c'est vraiment le bio-indicateur le plus important en termes de vigilance par rapport à ce que nous, globalement la Terre, habitée par nous, Homo sapiens sapiens, pourrait faire pour le meilleur et pour le pire. Donc voilà un peu pour cette espèce de préambule par rapport à ce qui m'a aussi impacté de connaître Michel, parce que Chendukwa, je connais et je sais combien l'histoire d'Éric Julien est impressionnante, passionnante et inspirante, mais c'est un peu toujours comme quand on rencontre son star, un truc comme ça. Quand j'ai rencontré Michel
et qu'il m'a dit qu'il était vice-président de Tchendoukoua, j'étais émue, puisque c'est comme toucher du doigt un héros par rapport à ce que vous faites, et c'est très sincère. Donc, quant à moi, je me présente. Je m'appelle Diorly Miranda et aujourd'hui, je suis professionnelle dans la formation, dans les questions de développement durable et responsabilité sociétale à l'entreprise, avec un prisme géopolitique, géostratégique. C'est-à-dire que j'essaie de garder toujours en ligne de mire tous les enjeux au niveau de l'énergie. Qui dit énergie, dit la vie et dit le confort. Et ces deux critères marquent depuis le début de l'histoire de l'humanité nos rapports. L'accès aux sources d'énergie, la façon dont on va négocier l'avoir de cette énergie, la transformation et la valeur ajoutée de cette énergie qui va nous donner la vie. Et la Colombie est un territoire, comme beaucoup de territoires au niveau mondial, qui est très privilégié par rapport à ses richesses au niveau des sources d'énergie, mais qui a vu pendant ces 2 ans dernières années énormément d'arbitraire dans la façon de partager ces ressources pour que l'énergie des vies puisse être équitable et puisse être juste pour tous, tantôt pour les entrailles de la terre qui nous approvisionnent les premières et nous, les autres êtres humains qui habitons sur cette surface-là. Et donc, je me suis spécialisée dans la formation, mais avant, j'ai travaillé en milieu ONG et bien avant, en Colombie, j'ai eu le déclic par rapport à cette optique-là en 92 avec le sommet de Rio de Janeiro. J'étais étudiante à l'université et c'est à ce moment-là que mon cœur a battu fortement et que les valeurs que j'ai apprises de ma famille, notamment ma famille lignée maternelle, avec un grand engagement dans tout ce qui est guérison, approche ici, je dirais, c'est presque chamanique dans le sens où on va vivre le quotidien avec beaucoup de respect, avec une approche du souci sans rentrer dans la paranoïa. J'ai eu donc cette chance et de côtoyer le monde, on va dire, le paradigme cartésien et le paradigme de vivo ergo sum. Si je peux voir les deux paradigmes ensemble, cogito ergo sum serait Descartes. Je pense, donc je suis. Et de l'autre côté, vous avez vivo ergo sum. Je vis, donc je suis. Donc ces deux mondes se rencontrent. Et aujourd'hui, c'est très spécial parce que, figurez-vous qu'on est le 12 octobre. Et le 12 octobre, quand Michel m'a dit la date, je me suis dit, waouh, c'est extrêmement symbolique puisque le 12 octobre 1492, un certain start-upper, Christophe Colomb, qui avait convaincu une très bonne caisse de fonds de la couronne espagnole de lui subventionner son projet d'innovation pour aller conquérir de nouveaux territoires du Bitcoin façon or et argent extrait des entrailles de la terre. Et comme me l'a appris aujourd'hui mon fils, en Colombie, il n'y a pas de Bitcoin, mais du Patacoin. C'est un jeu de mots, puisque nous avons les bananes platins qu'on coupe en tout petits morceaux et qu'on fait frire. Ça fait comme des petites pièces de monnaie. Et donc, on passe d'une façon de faire la création de la valeur par les ressources naturelles à une façon de rigoler par rapport à ce que la technologie peut nous emmener aujourd'hui. Donc, je ferme cette grosse parenthèse sur ma présentation. Et 200 ans de solitude. Pourquoi j'ai orienté de cette façon la présentation? Parce que lorsque Simon Bolivar commence un peu la quête à la création d'un nouveau modèle de territorialité, à l'affaiblissement de la couronne espagnole au XIXe siècle, ça crée une source d'opportunité, tout simplement. Et l'Europe était très friande à ce moment, regardait vraiment la couronne espagnole qui enfin allait partir. Et depuis 1492, 12 octobre, l'Espagne s'affaiblissait enfin. Qu'en est-il du nouveau projet territorial? La France allait occuper le Mexique et il allait y avoir pendant 10 ans un double gouvernement dans le territoire mexicain entre Benito Juárez, d'ailleurs premier président d'origine indigène à avoir gouverné un pays, et ensuite Napoléon III avait envoyé son beau-frère Maximilien gouverner le Mexique avec ses ambitions territoriales.
Donc, c'est juste pour vous donner le cadre, le contexte au 19e siècle, et où le produit républicain, qui avait pris difficilement la main ici en Europe, allait trouver l'offre et la demande de république allaient se rencontrer très facilement dans les territoires des Amériques, notamment l'Amérique hispanophone. Et donc, à ce moment-là, il y a beaucoup d'effervescence. Je vais pouvoir enfin ouvrir ma nouvelle entreprise appelée Pays, sous un modèle économique appelé République. Donc, je vais pouvoir enfin m'émanciper d'une couronne espagnole qui a été ici et qui m'a légué un deuxième rang ni européen, ni indigène, ni mestizo. Et le 19e siècle va voir la concrétisation de 16 systèmes de classes sociales différents dans toute l'Amérique hispanique. Donc, ces 16 différentes castes, ça correspondait à des mélanges du sang, allant du plus pur au plus impur, en commençant par les fils des Espagnols présents dans le territoire, fils d'Espagnols donc blancs, mélangés avec indigènes, ou mélangés avec noirs, ou mélangés entre sang mixé, etc. Ça allait donner 16 possibilités différentes de se faire traiter ou d'avoir accès à des professions, d'avoir accès à la terre. Et la terre, depuis toujours, depuis des siècles, mais à partir de ce moment-là, prendra une autre tournure parce que ça deviendra la transition du pouvoir impérialiste va devenir vraiment la monnaie d'échange pour pouvoir accéder à un autre statut, quelle que soit sa caste. Donc le projet républicain amène toutes ces ambitions-là et on verra vraiment énormément d'échanges à ce moment-là dans toute l'Amérique latine, terme qui est né justement à cette époque-là par Napoléon, qui a souhaité donner un nouveau nom à ce territoire. Mais ce territoire s'appelait Abya Yala avant l'arrivée de Christophe Colomb en 1492. Et aujourd'hui, 200 ans après, ce nom de Abya Yala, A-B-I-A, plus loin Y-A-L-A, Abya Yala, va prendre vraiment beaucoup d'importance. Puisque pendant ces 200 ans, les différentes républiques en Amérique latine, pas seulement la Colombie, mais les différentes républiques vont être extrêmement européanisées. Donc, et ça va donner un peu le rythme social, le rythme aussi d'occupation des terres. Et on va calquer un peu ce modèle de grand propriétaire terrien qui va gérer énormément d'hectares et qui va avoir sous son chef de la main-d'œuvre. Et donc, ce modèle économique connaîtra très peu de modifications, notamment en Colombie. Dans tous les autres pays, des dictatures ou d'autres mouvements sociaux ont fait que ce système de feudalisme a une géométrie variable assez dynamique. Alors qu'en Colombie, à partir de la rupture de l'accord de la Grande Colombie, c'est-à-dire une trentaine d'années après l'indépendance de la Colombie, le 20 juillet 1820, une trentaine d'années après, ce projet d'union territoriale entre la Colombie, ce qu'on connaît aujourd'hui comme la Colombie, le Venezuela, le Panama, l'Équateur et le Pérou allait éclater par rapport à justement des ambitions territoriales. Je préfère être, si je cite des mots que l'on pouvait lire dans les manuels de l'histoire, je préfère être tête de souris que d'éléphant. C'était un peu des ambitions antagonistes qui se rencontraient entre les idées bolivariennes d'union globale et les idées plus individualistes de chaque chef militaire ou politique de l'époque. Donc cet éclatement de cette entente, entre parenthèses, qui a inspiré Victor Hugo pour le futur projet européen d'aujourd'hui, cette entente va être brisée et de manière très longue et durable en Colombie. La Colombie adoptant une affinité très grande vis-à-vis de la politique instaurée par les États-Unis à partir de 1884, en alliance avec différents partis européens avec le traité de Berlin, l'Amérique du Sud allait devenir le jardin des États-Unis. Et c'est à cette époque-là que le mot American devient le mot pour utiliser, pour nommer la nationalité. Donc, à cette époque-là, le projet America for the Americans, c'est-à-dire le continent américain pour les États-Unis, Americans en termes de nationalité, va prendre une forme vraiment
est très importante et stratégique au niveau de la politique extraterritoriale des États-Unis. Et la Colombie sera toujours un allié de force dans cette politique-là. Il y a des guerres intérieures qui vont se succéder dans l'intérieur du pays. 20e siècle arrive, des moments très importants, notamment une réforme agraire, la seule qu'il y a eu dans le pays dans les années 30, sous la seule gouvernance dictatoriale, paradoxalement, dans le pays, qui allait libérer la terre pour les paysans. À cette époque-là, encore énormément de tensions et un système très calqué sur la teneur des terres et la valeur de la terre comme richesse extrême. Et des nouveaux traités qui vont se négocier avec les États-Unis, notamment par rapport au café et à l'industrie des bananes, dont le chapitre 15 de ce livre, 100 ans de solitude, raconte merveilleusement les faits. Je vous inviterai à le lire de votre côté quand vous voudrez. Il raconte extrêmement bien cette guerre territoriale pour la richesse de la terre en tant que pouvoir. Et dans les années 30-40, des nouveaux traités vont se négocier avec la Colombie, notamment pour le café et les bananes plantains. Et les sénateurs, ils sont au courant de ça, mais pas les paysans. Et on va vouloir séduire les paysans pour vendre la terre à différentes personnes qui avaient des liens avec des hommes très bien placés au niveau du gouvernement. Le but était justement d'avoir la terre, et parce que ces personnes très haut placées connaissaient vraiment les enjeux par rapport aux échanges et aux traités commerciaux. Les paysans refusant cela, on a commencé une série de rétaliations, notamment dans le centre du pays. Je vous ferai voir une carte tout à l'heure. Dans le centre du pays, dans une zone, un département qui s'appelle Boyacá. C'est une des terres les plus fertiles, d'ailleurs, qui a des caractéristiques très similaires à la terre ukrainienne en termes de sous-sol et des sols fertiles de humus, c'est-à-dire au niveau agricole, c'est une terre extrêmement riche, fertile, avec une capacité de production et un rendement incomparable. C'est difficile de rentrer en concurrence avec la terre de Boyacá en Colombie au niveau agricole, comme c'est le cas pour l'Ukraine, par exemple, au niveau européen. Et donc, à cette époque-là, des rétaliations très importantes commencent dans ce département de Boyacá, un peu le centre au niveau des hauts plateaux andins, et en même temps, dans des milieux, les plateaux de mi-montagne, 1000 mètres, 1400 mètres, dans le département de Tolima, qui est des régions un peu plus chaudes et humides, et où il y a énormément de production de riz et des céréales, différents graminacées. Ces deux départements vont connaître vraiment les premières manifestations de violence qui vont marquer le fameux chapitre de la Gran Violencia dans les années 40. Donc la génération de mes parents, par exemple, et toutes les personnes nées à peu près à cette période dans ces deux départements du pays vont devenir ce qu'on appelle au sein du Comité pour les Nations Unies, le Comité des Nations Unies pour les réfugiés, les Internal Displaced People, IDP, c'est-à-dire des personnes déplacées à l'interne de son territoire dues à des conflits qui peuvent être assimilés à des guerres, tellement ils sont violents. Cette époque marque vraiment la première grande période de violence qui va vraiment émietter totalement les tentatives de dialogue et d'entente qu'il pouvait y avoir entre les différentes parties du pays, va cristalliser de deux côtés, et on est dans un contexte dans les années 40-50 de guerre froide, donc on ne t'entend plus, Durley, on ne t'entend plus. On a perdu le son. Ah, on a perdu même la connexion. Durley, est-ce qu'on t'entend? Entendez bien? Ça y est. Ok, parce que j'ai vu que ça avait un peu perdu connexion. Okay. À cette époque-là, cette cristallisation sous le contexte de la bipolarité et de la guerre froide va faire que toute tentative d'opposition à cette politique de prise violente de la terre pour des intérêts d'échanges commerciaux allait être assimilée comme du communisme. Et depuis, cette attitude va être vraiment marquée au fer forgé. En Colombie particulièrement, c'est encore difficile. Je vais vous expliquer tout à l'heure par rapport aux nouvelles du gouvernement changeant. C'est très difficile de s'opposer à
à ces politiques-là, puisque vous pouvez être assimilé communiste. Le fait de ne pas être d'accord ou de vouloir des politiques socialistes peut être pris comme communiste, puisque c'est facile de filtrer comme ça et très rapidement, vous allez être mis sous l'œil d'une méfiance. Donc, cette politique-là, les traitements de l'opposition va être très ancré. Dans les années 60-70, c'est ce qu'on appelle vraiment l'échange politique. Donc, il va y avoir des intermittences entre les deux partis politiques, les gauche et droite, libérales et conservadores. Ils vont se mettre en accord pour une période de gouvernement de 4 ans en Colombie, nous, parti libéral, et vous, une autre période de 4 ans, parti conservateur. Mais de toute façon, les gouvernements vont rester assez fidèles à cette politique de une minorité va gérer la majorité de la terre pour des intérêts commerciaux qui vont bénéficier 54 familles le long de toute l'histoire du pays. Et il y a quelqu'un qui s'appelle Ariel Avila, un analyste politique qui aujourd'hui est sénateur. Pour ceux d'entre vous à qui ça intéresse de creuser cette question, Ariel Avila est extrêmement pointu dans ces questions-là. Et pour comprendre les noms de ces familles, comment est-ce que ça s'est façonné au niveau du pays, au niveau territorial. Et les années 80-90 vont arriver avec leur lot de thatcherisme. Ronald Reagan et Margaret Thatcher vont lancer la mode de la privatisation, et ça de partout dans le monde. Ce n'est pas juste une exclusivité d'Amérique latine, mais l'Amérique latine, friande des relations avec ses grands frères européens, va suivre très, très gentiment et très sagement ces préconisations. Non sans conséquence, puisqu'on sait tous bien que ça s'est fait également avec une impulsion assez forte depuis Pinochet et le plan Condor, c'est-à-dire toute opposition devait être durement réprimandée. On en connaît des listes de noms assez longues, des personnes, des étudiants, des artistes, des opposants politiques. Et la Colombie va se faire un nom très sombre dans cette spécialisation, hélas. Mais de l'autre côté, il va y avoir une jeunesse qui sera toujours, avec une relève très dynamique, tout le temps, sans lâcher, sans perdre de vue les analyses, pendant une bonne période dans l'exode, pour une bonne partie d'entre elles, mais depuis une dizaine d'années, une jeunesse qui souhaite rester dans le pays. C'est une caractéristique non seulement de la Colombie, mais de toute l'Amérique latine. Une jeunesse qui est là, qui souhaite rester, qui s'est rendu compte des possibilités qu'il peut y avoir dans d'autres pays, mais aussi de ces possibilités en tant que facteur de richesse par le fait de rester dans le pays. Donc, en Colombie particulièrement, à partir de 2003, dans la mairie de Bogota, il va y avoir un grand changement qui va être introduit par un monsieur qui allait rentrer dans la mairie, appelé Antanas Mockus. Il va introduire la notion de non-politisation de l'administration publique. Avec ses torts et ses travers, mais également avec ses nouveautés, Antanas Mockus introduit dans le pays, pour la première fois de l'histoire, la possibilité de rentrer et de gérer une grosse administration, le deuxième poste politique le plus important, donc celui de la mairie de Bogota, après la présidence du pays. Et il donne un exemple à la jeunesse, je le dis parce que je l'ai vécu. Il nous montre comment, sans parti politique, avec beaucoup de volonté, énormément de stratégie et beaucoup de force vive et beaucoup de structure et gestion de projet, on peut arriver à gérer une ville qui pouvait être chaotique et une métropole de 10 millions d'habitants avec énormément de potentiel, mais énormément de chaos au niveau des infrastructures. À partir de ce moment-là, Bogota va beaucoup évoluer en termes d'organisation, une jeunesse qui va être très active, engagée au niveau politique, qui va demander des comptes. Ariel Avila fait partie de cette jeunesse, de par la position de ses parents en politique, mais également de par ce moment, ces contextes vécus. Lui est l'actuel maire de Bogota, c'est une femme, Claudia Lopez. Ils sont issus de ce contexte-là, qui allait commencer à créer une nouvelle caste, ou je dirais une possibilité de former une jeunesse qui allait prendre le relais pour la gestion du pays. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et
pour la première fois de l'histoire cette année, un président de gauche est élu à la tête du pays. Un président de gauche, et non seulement lui, mais sa formule vice-présidentielle, une femme noire, d'origine très modeste. Donc, je vous laisse imaginer les yeux éberlués et l'exubérance de la situation, tantôt la presse internationale comme les Colombiens eux-mêmes, certains incrédules, d'autres méfiants, d'autres avec énormément d'espoir, voulaient voir en ce couple la possibilité d'un changement, pour le meilleur et pour le pire. Parce que cette formule présidentielle a été élue avec 53% des voix, et les 47 de voix restantes ont été données à l'opposition. Une opposition qui, bien qu'elle coupait avec les deux partis traditionnels, se voulait partisane d'une politique qui restait quand même similaire en termes de gestion de la terre, en termes de participation citoyenne. Il y avait beaucoup de craintes par rapport à ce que ce gouvernement pouvait offrir en termes de prise de parole. Et le pays donc, est arrivé très divisé. On prend un guerrillero, puisque M. Gustavo Petro fait partie du mouvement M19, un mouvement qui est devenu tristement célèbre dû à la prise du palais de justice dans les années 80, où il y a eu des morts et des situations très difficiles, dont aujourd'hui un travail de mémoire est toujours en cours, un travail de reconstitution des faits et de demande de reconnaissance de tort du gouvernement. Et donc, ça lui a coûté beaucoup à ce monsieur Gustavo Petro le long de sa carrière politique. Il a été maire de Bogota et sa gestion a été durement critiquée, à tort ou à travers. En effet, il a pu faire des choses, mais il était très difficile de se positionner politiquement en Colombie, venant de gauche. Et encore plus si vous aviez une étiquette ancien guerrillero. Quant à Francia Marquez, une jeune femme qui est née dans la zone du Pacifique colombien, le Cauca, qui est une des régions les plus riches au pays au niveau des sous-sols et des ressources naturelles, et qui donc dépend de l'exploitation minière. Elle est née dans ce contexte, voisine et parmi des indigènes également. Très jeune, elle va connaître ce que c'est que de vivre, être femme dans ces conditions-là, dans une région où les ressources humaines, c'est une ressource comme toute autre, où les droits de l'homme, ce n'est pas une question à prendre en considération, plutôt quelque chose d'embêtant. Et à 12 ans, elle va s'élever et elle va continuer à insister pour la défense d'abord de son environnement local, ensuite de ses congénères, ensuite des écosystèmes. Et au fur et à mesure des années, elle va entrer dans la faculté de droit, qu'elle devra arrêter plusieurs fois par rapport à des revenus, impossibilité de payer. Elle était les jeunes mamans à 16 ans. Et donc, disons qu'elle collectionne absolument toutes les situations qu'une femme peut vivre en termes de défis. Et également, elle va grandir, elle va se renforcer de tous les enseignements également des peuples indigènes et des peuples afro-descendants, avec cette façon de voir le monde, le paradigme de Pachamama versus le paradigme donc du capitalisme. Quand je dis capitalisme, je ne le dis pas dans une façon péjorative, mais simplement disons un autre mode de vie. Donc, c'est cogito ergo sum, je pense, donc je suis. Et de l'autre côté, vivo ergo sum, je vis, donc je suis. Donc, elle hérite de ces deux paradigmes également. Elle va militer littéralement toute sa carrière jusqu'en 2018, où elle va gagner le prix international pour la défense de l'environnement, qui va lui valoir une propulsion au niveau de la sphère internationale assez importante. Elle le gagnera en co-nominé avec une Française, et ça lui permettra de se faire un nom au niveau international. Donc, c'est à ce moment-là que la formule de Gustavo Petro, petit à petit, va reconnaître en elle une force, une capacité à faire venir un électorat complètement oublié. C'est ce que l'auteur Eduardo Galeano va appeler los nadies, les laissés pour compte, si je peux traduire en français.
Et los nadie, c'est-à-dire les personnes, sont toutes les personnes qui sont laissées à côté de la croissance, sur les bords de la route de la croissance économique, dans l'optique de l'économie linéaire, où on prend les ressources, on les transforme, on les vend, on les commercialise, on ne se soucie pas du déchet, ni des conditions de vie des personnes qui ont pu participer à tout ce cycle. Et c'est la richesse engendrée qui compte. Ça, c'est ce qu'on appelle l'économie linéaire. Et aujourd'hui, avec l'arrivée des différentes postures politiques par rapport à cette jeunesse dont je vous parle, et par rapport à ce couple, vice-présidente et président, ouvre énormément d'attentes, tantôt du 53% de la population qui a voté pour Pedro Marquez, Francia Marquez, Gustavo Petro, tantôt aussi de l'autre côté, les 47% des personnes qui ont voté contre ou pour l'autre formule. Donc même ceux qui sont contre sont très regardants. Énormément de tensions et beaucoup d'exigences vis-à-vis de ce gouvernement qui s'est positionné le 7 août de cette année et qui a lancé tout un tas de choses, des chantiers surprenants, à commencer par la composition gouvernementale, les ministres qui ont été appelés à servir le pays, les origines de ces personnes, hommes et femmes, venant des différents types d'universités, privées, publiques. Il faut savoir que le secteur de la formation en Colombie et de l'éducation supérieure est très similaire à celui des États-Unis, c'est-à-dire que si vous voulez avoir un renom, il faut aller dans des universités extrêmement chères. Des fois, c'est tellement cher que les parents préfèrent envoyer leurs enfants en Europe ou aux États-Unis parce que c'est moins cher de payer tout un tas de choses que de payer les universités là-bas, tellement ça peut être cher pour certaines. Pour d'autres, c'est les universités publiques et les universités intermédiaires. Et ce qui est intéressant, c'est voir que la composition du gouvernement aujourd'hui, elle est extrêmement hétéroclite, venant de tous bords, des universités très, très prestigieuses au niveau public comme au niveau privé et des différentes régions du pays. Parce qu'avant, il y avait une certaine tendance à avoir toujours ceux qui ont fait les universités ou à l'étranger ou celles prestigieuses de la capitale. Donc, il y a ça aussi comme surprise. Des hommes et des femmes qui ont pris des postes avec des postures surprenantes. Et c'est là où j'ai rebondi par rapport à ce qu'on avait pu échanger avec Michel en préparation de cet échange. C'est que le Congrès colombien a adopté hier, a ratifié, parce que l'adoption de ce traité a été faite, mais un droit international. Adopter un traité ne veut rien dire, signer un traité ne veut rien dire, c'est tout simplement, on était pressant, on a signé. C'est la ratification qui compte. La ratification, c'est-à-dire qu'une fois qu'on amène les documents d'un traité au niveau interne, au niveau gouvernemental, on va étudier au niveau des ministères, on va étudier au niveau de la politique économique du pays et on va donner une priorité. Ça nous intéresse de quelle façon et comment dans notre pays. Est-ce qu'on va le ratifier ou pas? À ce moment, c'est le Congrès qui se positionne dans un pays où les différentes instances qui votent les lois et disent, voilà, on va le ratifier à notre façon, tel point et tel point. Il se trouve qu'en Colombie, le Congrès colombien a ratifié hier l'accord Escazú. Qu'est-ce que c'est que cet accord Escazú? Il permet de de renforcer les mécanismes de contrôle pour donner des licences aux entreprises dans les différentes activités qui ont un impact direct avec les ressources naturelles. Et ça, c'est dans un premier point. Le deuxième point, ça renforce et ça permet beaucoup plus de vigilance par rapport à la citoyenneté, c'est-à-dire les citoyens peuvent demander des comptes et participer et regarder ce qui va se passer. Les citoyens peuvent se positionner en étant en désaccord avec certaines autorisations, chose qui était faite de manière systématique par les populations, mais les répressions étaient très vives et souvent violentes. Donc, ce congrès, qui est aussi issu d'une stratégie d'éducation populaire à la démocratie, est historique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le Congrès colombien, pour la première fois de l'histoire également, et ça 200 ans après que le dialogue soit rompu également au niveau politique dans l'hémicycle du gouvernement en Colombie, 200 ans après,
pour la première fois de l'histoire, cette représentation qu'on avait vue se jouer le 7 août dans la guerre du pont de Boyaca, et je fais un appel à cette date 7 août, que je vous ai mentionné tout à l'heure comme étant la date où les gouvernements, les présidents prennent position. Donc le 7 août, il y a 200 ans, la Colombie a gagné son indépendance, 230 ans, a gagné son indépendance, et grâce aux forces vives de tout le pays. Toutes les 16 castes étaient vraiment représentées sur le terrain, et c'était vraiment un combat à bras-le-corps contre une armée extrêmement puissante et très bien armée. Et aujourd'hui, pour la première fois, cette représentativité qui était faite sur le terrain par ces forces vives est faite au niveau politique de manière assez brillante, puisque les événements qui ont précédé l'arrivée de la gauche en Colombie, ça aussi, je ne m'attarderai pas trop, Michel, dans 3 Non, minutes. parce qu'il va falloir peut-être Voilà. un peu de temps pour les questions aussi après. Tout à fait. Et pendant la période du Covid, les Colombiens ne sont pas arrêtés, malgré les restrictions, pendant une période certes, mais après, ils sont revenus dans les rues pour réclamer d'équité, de l'équité, de la justice sociale. Et donc, toute cette répression extrêmement violente qui a été faite vis-à-vis des différentes personnes qui sont sorties dans la rue pour manifester, a réveillé un peu ces consciences de savoir comprendre la politique, comment est-ce qu'on est élu, comment est-ce qu'on met un président à la tête, quels sont les véritables enjeux au niveau politique, comment comprendre la politique et comment se positionner. Et les Colombiens ont compris donc de cette façon, parce qu'il y a eu beaucoup d'échanges dans les rues, il y a les écoles de la démocratie qui se sont faites, beaucoup de personnes qui comprenaient cela, se mélangeant aux manifestants dans la rue, ont commencé à parler politique, à faire école démocratique, et c'est comme ça qu'on a commencé à créer des nœuds d'écoles dans tous les pays, avec Internet, dans les réunions publiques, des réunions spontanées. Et donc, les gens, ils ont compris que si on voulait donner le pouvoir à un président ou à une présidente, quelle que soit la formule, il fallait d'abord et avant tout le faire au niveau sénatorial et au niveau du Congrès. Et c'est ça qui s'est produit. Donc, cette année, beaucoup de changements majeurs. Ce nouveau gouvernement, avec énormément d'attentes, de pression par rapport aux résultats, mais pour une première fois, la gauche qui essaie de donner un nouveau visage à la vie politique du pays. On verra ce que ça peut donner. Le Congrès qui est jeune, qui est divers et varié, beaucoup de couleurs politiques représentées, énormément de représentants venant du peuple directement. Grâce à ça, cette ratification a été possible, autrement ça n'aurait jamais été possible. Une jeunesse de plus en plus éduquée au niveau de la resa publica, donc la République en tant de sens grec du terme, c'est-à-dire se soucier de l'affaire publique pour tous. Une jeunesse qui est déterminée et qui souhaite continuer et qui reste dans le pays malgré les différences. Donc voilà la Colombie d'aujourd'hui avec ses hauts et ses bas, une infrastructure qui commence à monter en puissance au niveau de Bogota et des stratégies territoriales un peu similaires à celles que l'on peut voir en Europe avec la décentralisation, des infrastructures régionales au niveau des trains, ce qui est aussi une première pour le pays. Donc énormément de perspectives et des Colombiens à l'attente de tout ça et très actifs dans la vie politique aujourd'hui pour la première fois de l'histoire. Donc pour moi, on renoue le dialogue d'après 200 ans de cette solitude dans la peur et on ouvre le dialogue malgré les différences. On arrive à trouver des convergences. Voilà. Merci beaucoup, Durley. Merci de tout ça. Je crois qu'on a voyagé. Alors, on va prendre les questions, les commentaires. Je vous invite. Alors, je vois que Boris a déjà tout de suite dégainé. Donc, peut-être tu peux répondre. Ce que je vous propose, un principe de questions courtes, réponses courtes, si ça vous va. Boris, peut-être le dire à voix haute, la question, pour préciser bien ce que ça veut dire. Oui, bonjour. J'avais 2 questions. La première, c'est directement pour rebondir sur ce que vous avez parlé à la fin à propos des écoles de démocratie, c'est-à-dire des lieux du maillage dans les villes où les gens se retrouvaient pour parler politique et pour échanger à propos des questions du pays. Est-ce que c'est encore d'actualité? Est-ce que c'est encore périn? Est-ce que ça s'institutionnalise d'une manière officielle ou officieuse? Et ma deuxième question, c'est par rapport
en fait, que Gustavo Petro, il a proposé je crois que c'est même dans son programme, une réforme agraire pour redistribuer les terres et du coup sortir du système féodaliste qui a été institué lors de la colonisation. Est-ce que ça a des chances de réussir? Et si vous en savez un peu, est-ce que c'est vraiment une répartition des terres ou c'est autre chose? Ce qui serait bien pour les coquilles d'ailleurs. Excellente question, Boris. Merci beaucoup pour ces deux questions extrêmement pertinentes. École démocratique, oui, ça continue, ça ne lâche pas. Les noms comme Lucas Villa, sont des martyrs, en fait, on va dire, de ce même pas combat, c'était même pas un combat, c'était des sorties dans la rue pour chanter le désaccord, littéralement. Et la façon extrêmement disproportionnée de la riposte gouvernementale a été tellement impressionnante que même ceux qui étaient pour ce gouvernement ont commencé à se poser de questions, puisque littéralement, les jeunes perdaient leurs yeux. C'est-à-dire que la façon de riposter du gouvernement a été brutale. Ça a fait réveiller, c'est pour ça que j'expliquais que beaucoup de personnes, ça a fait un peu comme le printemps arabe dans les années 2010, où riches, moyenne classe, pauvres se sont tous rencontrés et finalement se sont rendus compte que c'était tous dans un même espace de vie. Aujourd'hui, ces écoles démocratiques continuent. Les artistes sont très engagés, par exemple, beaucoup d'influenceurs et acteurs comme Edgar Roman et Julian Roman notamment, Julien Roman, ont donné leur voix pour fédérer et se sont mis en péril justement, mais parce que leur notoriété pouvait permettre de donner la voix à énormément de personnes. Donc ça continue et l'éducation à la démocratie est devenue vraiment un sujet et on n'a plus du tout peur de parler de politique, chose qui avant était un tabou dans le pays. Et de toute façon, politique et religion, on n'en parlait pas parce qu'on pouvait fâcher les gens. Donc oui, ça continue. Et l'autre question, donc, mais pas trop longue, s'il te plaît, la réponse. L'autre question, oui, la réforme agraire est aujourd'hui en cours, elle est envisageable enfin, parce que Gustavo Petro a dû aller chez le notaire public et devant les caméras, a signé un engagement comme quoi il n'allait pas exproprier les propriétaires terriens dont les terres pouvaient être acquises de façon légale et pendant certaines générations. Donc, il y a une étude de cadastre très approfondie qui est en train de se faire en ce moment. Et c'était la condition sine qua non demandée par les secteurs privés, notamment, pour que les dialogues puissent entamer. Donc, peut-être qu'on verra enfin une sorte de réforme se faire, une première dans l'histoire du pays. Peut-être pour compléter ce que tu dis, ou juste pour dire une petite chose par rapport à ça, quand on rachète de la terre, nous devons faire extrêmement attention justement de savoir si c'est des terres qui appartiennent effectivement, historiquement à un propriétaire, ou si ce n'est pas des terres qui ont été achetées de force, parce que je crois qu'il y a eu ce genre de pratique aussi, ou bien des terres qui ont été un petit peu comme en France, quand il y a des terres un peu abandonnées, il y a des gens qui s'installent dessus, et puis à un moment, ça devient leur terre. Et donc, ils appellent ça des possessions, je crois, en espagnol, je crois que c'est comme ça qu'on appelle. Oui, possession de baldíos. La terre en elle-même qui reste sans propriétaire pendant un certain nombre d'années, si on l'utilise et on l'entretient, en France, il y a aussi également cette figure juridique, donc de droit commun, ça devient à la personne qui l'a fait ou à la famille qui l'entretient, et on appelle ça en espagnol un baldío, V-A-L-D-I-O. Avec le problème que ça pose, que ça peut toujours être contestable à un moment ou à un autre. Et c'est pour ça que quand nous rachetons des terres pour les Kogi, ou pour les Arhuaco, les Kankwamo, ou les Wiwa, on est extrêmement prudent et on fait il y a des vraies recherches qui sont faites au niveau du cadastre, etc., parce que sinon, ce n'est pas possible. C'est dangereux. Une autre question. Peut-être pas, pardon Boris, est-ce que quelqu'un d'autre a une question, sauf si Boris, mais je sens Boris très intéressé, mais je vais donner la parole un peu à tout le monde. Levez la main, n'hésitez pas. Vous voyez, une petite main là pour lever la main. Bon, si personne ne veut se manifester, alors Boris. Autre question? Moi, c'était plus une remarque sur ce qu'avait répondu Durley sur le fait que si les grands propriétaires terriens gardent leurs terres légalement acquises, c'est pas vraiment une réforme agraire.
Il n'a pas non plus coupé sa main pour dire je ne toucherai pas à la terre. C'était très, très clair que, notamment, c'est ce qui s'est fait maintenant, le travail au niveau du cadastre commence de façon assez impressionnante. C'est la première fois où on a vraiment un travail aussi poussé. Avant, il y avait déjà ce travail-là, mais pas de la façon dont il est en train de se faire aujourd'hui avec le ministère de l'Agriculture, ce qui est aussi une première. Mais la non-expropriation, c'est-à-dire qu'on évitait de toucher à des figures comme on a pu le faire par exemple, sous la gestion de Hugo Chavez au Venezuela, où il y a eu vraiment une nationalisation d'une bonne partie des terrains, de l'industrie également, et ça a fait fuir l'entreprise privée, et c'est ça qui a pu mettre en danger le pays, puisque le Venezuela s'est hyper spécialisé dans l'exportation du brut, sans la transformation, et a délaissé tous les autres, on va dire, business models ou business units du pays, c'est-à-dire l'agriculture, aussi le pâturage, etc., et d'autres secteurs. Et c'était une crainte très grande et également un argument politique pour l'opposition, de dire, voilà, on va devenir le Venezuela. Mais les Colombiens disaient non, parce que les Vénézuéliens sont finalement mieux lotis sur certaines choses que les Colombiens, notamment le droit à l'expression, par exemple. C'est des caricatures. Mais pour le mandat présidentiel précédent, c'était un argument politique qui a fonctionné, par exemple. C'est la peur de devenir comme le Venezuela. C'est extrêmement déplacé de baser une campagne politique sur des faits qui sont purement ce qu'on appelle, même pas des fake news, mais de alternative facts, comme l'a lancé la campagne présidentielle de Donald Trump, c'est-à-dire qu'on prend des vérités, morceau à morceau, on fait une sorte de couette cousue avec des morceaux de vérité qui semblent toutes vraies, mais finalement, on ne peut pas aller jusqu'au bout pour vérifier si tous ces faits vrais sont vrais dans la réalité. Et c'est ce qu'on appelle les faits alternatifs. Et donc, ça, c'est extrêmement rentable dans une politique d'opposition lorsqu'on veut vraiment démanteler une opinion publique. Et on a vu que ça a été très rentable dans la campagne présidentielle précédente. Et donc, c'est pour ça que Petro a dû quelque part faire une concession, modérer un peu son langage, et l'équivalent du MEDEF a dit d'accord, là, on peut venir. Et pendant la présidentielle, des signaux très forts ont été donnés par le secteur privé, des têtes des grandes puissances de l'industrie textile, agricole et d'autres secteurs sont venus parler et dire, voilà, si vous êtes dans cette optique-là, nous, on vous prête main forte et on travaille ensemble, on renforce l'alternance, par exemple, on renforce tout un tas de secteurs, et pas seulement dans les villes, mais également dans les zones les plus éloignées. Donc, il y a un terrain qui s'y prête à l'espoir. Et c'est important dans un pays qui perdait un peu de vue l'importance de l'espoir. Super. Alors, moi, j'ai une question à poser, à moins que quelqu'un d'autre en ait une à poser. Est-ce que tu sais quelle est la position par rapport au peuple autochtone, justement, puisque bon, il y a une vice-présidente qui est originaire du peuple autochtone, mais en même temps, moi, j'ai toujours entendu dire que, notamment les Kogi, tout ça, c'était vraiment les moins que rien là-bas, même encore plus bas dans la hiérarchie sociale, encore plus bas que les Noirs ou que les Métis, quoi. C'était vraiment tout en bas. Est-ce que c'est une chance pour eux cette nouvelle politique, ce nouveau président? Francia Marquez, elle est vraiment, sincèrement, proche des gens. D'ailleurs, elle a proposé pendant sa campagne la création du ministère de l'intégration et du bien-être, ce qui est aussi une nouveauté. Et elle a une agenda de 1 an à partir du 7 août jusqu'au 7 août de l'année 2023 pour la création de ce ministère. Et ce ministère contemple justement de faire un maillage territorial complet par rapport à toutes les minorités qui sont exclues aujourd'hui de la vie politique, de la vie sociale, de toutes les fonctions régaliennes du gouvernement. C'est très ambitieux, beaucoup rigolent parce qu'ils disent ouais, c'est vrai, vas-y, tu peux le faire, mais on va voir si tu y arrives et comment. De toute façon, ça a l'audace d'exister, de l'avoir proposé. Je vous rappelle que Mme Marquez a subi 50 tentatives d'assassinat le long de son active
de vie publique. Et elle expliquait que ce n'est pas ça qui va l'arrêter, ni elle, ni toutes les personnes qu'elle a formées et inspirées. Elle est très proche de tous les représentants indigènes et du Cauca. Et le Cauca, connaît le CRIC, C-R-I-C, le Consejo Regional Indígena del Cauca. Donc, C-R-I-C, CRIC. Et c'est un des rassemblements indigènes les plus puissants qu'il y a dans tout le continent américain. Parce qu'il y a 3 caractéristiques dans ce conseil régional indigène. C'est-à-dire que depuis jeunes, ils forment leur jeunesse à aller à l'université pour les Blancs. Et ils ont un niveau très élevé. Moi-même, étant dans l'université, j'avais des collègues qui venaient des communautés indigènes et ils nous dépassaient haut la main dans tous les aspects, au niveau intellectuel, au niveau de la vivacité, au niveau de la compréhension des enjeux. Mais il est vrai qu'il y a une véritable discrimination, voire un racisme très ouvert vis-à-vis des populations indigènes. Le mot indígena, indio, en espagnol, et pas seulement la Colombie, c'est très péjoratif. C'est une insulte. Par exemple, si vous êtes un barge, un brut, vraiment un brut, sans manière, vous êtes un indio. Que indio que es? C'est une insulte. Donc, les mots nous disent énormément aussi en ethnolinguistique les relations. Ça veut dire que quand on dit les Indiens Kogi, par exemple, ce n'est pas bien du tout, en fait. Los indios Kogis, c'est le nom de la population. Mais indio, c'est également une insulte. Si je veux insulter quelqu'un de leur race, vous n'avez pas de manière, si je lui dis que indio, si je suis encore inconsciente dans mon langage de cette colonisation du langage. Et le CRIC, justement, il y a des étudiants et des chercheurs venant de la région du Cauca qui ont mis en avance ces recherches dans la décolonisation de ce qui s'appelle la décolonisation épistémologique. Et il y a des recherches extrêmement importantes là-dessus. Francia Márquez est au courant de ces recherches puisqu'il les a étudiées et elle a côtoyé la plupart des leaders indigènes de tout le pays, ce qui est extrêmement impressionnant. Et d'ailleurs, ce sont ces Nadies qui se sont mobilisés de façon extraordinaire. Moi-même, j'avais les larmes aux yeux en regardant les images qui m'ont été partagées dans les réseaux. Quand j'ai vu des personnes qui prenaient la pirogue, les présidentielles précédentes, beaucoup de personnes ont été... Il y a eu beaucoup les votes, c'est un marché assez intéressant et très ambivalent. Cette année, on présentait que les personnes allaient se mobiliser beaucoup pour les élections, aller aux urnes. Et dans certaines régions du pays, tout simplement, les transports en commun n'ont pas été organisés ou ont été immobilisés sous prétexte des différents aléas de la météo. Les gens ont pressenti cela et beaucoup de communautés, mais vraiment très reculées, ont transhumé pendant une semaine. Les enfants sur le dos, la pirogue, ils ont traversé des fleuves, descendu des montagnes. J'ai vu des images justement de la Sierra Nevada, des personnes qui descendaient la Sierra à pied pendant des jours entiers, à dos des mulets, à dos d'ânes, dans d'autres régions du pays, là où il n'y avait pas de pont, des tyroliennes, pour aller donner leur vote. Et ça, c'est extrêmement émouvant, extrêmement émouvant. Et une autre chose qui aussi a beaucoup marqué, c'est le rapport de la Commission de la vérité. En 2016, le gouvernement colombien a signé le premier traité de paix avec les FARC, F-A-R-C, les Forces armées révolutionnaires de Colombie. Première grande faction qui va arrêter. Je vous parle là d'une faction de 17 000 soldats connus. Donc, on ne répertorie pas les autres milices. Donc, c'était extrêmement puissant. Et c'est le début de ce qu'on va appeler le traité de paix. À partir de ce moment-là, on imagine une commission de vérité, comme se fait dans les autres pays du monde où un conflit de cette ampleur peut avoir lieu. Cette commission de vérité va hériter de toutes les expertises des autres commissions au niveau mondial. Et entre 2018 et cette année, la commission allait travailler. Ah. Ça coupe. On a une petite coupure là. Petite coupure. Donc, la commission allait travailler. On attend la suite. Moi, j'aurais des petites... je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, je vous entends très bien. Je vous laisse la parole après. Durley, on a perdu un petit peu la fin de ce que tu as dit.
La commission de vérité a rendu Ouais. son rapport et je vous laisserai le lien pour pouvoir le consulter, enfin voir la vidéo. Super. Pour l'instant, elle n'est que disponible en espagnol. Et là, toutes les communautés, à commencer par les indigènes, ont été mis en valeur par rapport à tous ces tristes tribus qu'ils ont dû payer depuis le début du conflit dont je vous évoquais les débuts dans les années 40-50. Et ça aussi met en évidence l'existence de ces communautés, de leurs leaders, de personnes qui sont parties pour la défense des terres, de la vie, et dans tout le pays. Dans tout le pays. C'est un maillage assez impressionnant qui a été fait par cette commission. Et c'est un des travaux les plus profonds en termes de vérité, de réconciliation. Alors, il y a des observations, questions, je vous en prie. Oui, bonjour. Déjà, je vous remercie parce que je trouve que c'est assez incroyable tout ce que vous dites. Je trouve ça très juste. Moi, j'ai habité 5 ans en Colombie, donc c'est un peu mon deuxième pays de cœur. J'ai eu la chance de vivre 2 ans et demi dans une communauté amérindienne dans le Cauca. Donc, vous parlez du CRIC et vous parlez de toutes ces organisations. C'est des gens que j'ai beaucoup rencontrés. Et c'est vrai qu'on parlait de l'estime de soi chez les Amérindiens et je trouve qu'on parle quand même beaucoup plus des Kogis que d'autres peuples, comme par exemple les Misak, puisque moi j'habitais dans une communauté Misak qu'on appelle Guambianos. Et ils sont encore en dessous des Kogis en termes de connaissances, parce qu'en France, on va plus parler des Kogis, par exemple, que des Misak. Et après, je trouve qu'en termes généraux, ce sont des personnes qui se sous-estiment énormément dans tout le temps. Voilà, moi, j'ai vraiment habité dans leur maison. Pendant 2 ans, j'étais volontaire dans leur communauté. Et donc, j'ai participé, j'ai pris, comment dire, j'ai vu qu'il y avait des mouvements de décolonisation où ils faisaient des regroupements et où ils sont aussi, je voulais savoir ce qu'il en était, fait tomber certaines statues de Bel Alcázar, qui était un dictateur qui a massacré des populations et qui était encore sur beaucoup de places et qui sont encore sur beaucoup de places. Voilà, donc j'ai participé, j'ai vu un petit peu les procès des Amérindiens, de certains leaders qui avaient fait tomber les statues. Donc ça, j'aurais voulu savoir ce qu'il en était et quelles répercussions ça avait, parce que je crois que certains pays comme la France ont joué un rôle important pour faire connaître en fait ce problème-là. Hein. Les gens quand même ont été persécutés. Voilà, déjà ça. Et après, vous avez parlé du mouvement pour la paix. Moi, j'avais entendu dire beaucoup que les accords de paix avaient été violés aussi bien le jour où ils avaient été promulgués et que du coup, c'était très compliqué. Voilà, même s'il y a plein d'efforts qui sont faits, mais que les FARC, on a continué à les pourchasser et à les tuer, à les massacrer. Donc voilà, plutôt ces questions sur voilà, qu'est-ce qu'il en est des mouvements de décolonisation, qu'est-ce qu'il en est de ces statues aussi. Je sais qu'elles vont être récupérées pour faire des musées, pour montrer la colonisation, non pas comme des héros, mais comme plutôt des gens qui ont massacré et qui ont tué des Amérindiens. Et ce mouvement pour la paix, en fait, qu'est-ce qu'il en est des accords de paix réellement? Parce que voilà, Beaucoup de ça fait 3 questions. choses. Beaucoup de questions, on n'a pas beaucoup de temps, Durley. Donc, Pardon. Grand défi. Désolée. Merci beaucoup. Juste votre nom, prénom, s'il vous plaît, parce que je ne l'ai pas vu sur l'écran. Inès Berdemander. Inès. Yes, merci beaucoup. Los Gambianos, j'ai des amis parmi les Misak. Et en effet, c'est la colonisation colonisation épistémologique, c'est un grand sujet. Ramon Grofoguel aussi, c'est une personne de Porto Rico, chercheur extrêmement pointu dans la question. J'enverrai à Michel aussi tous ces liens pour qu'il puisse aussi vous partager tout ça. Qu'en est-il des procès par rapport à beaucoup de personnes qui ont décidé de descendre, de démonter des statues un peu pour chanter leur désaccord et changer l'histoire, changer le récit historique de la République, la création de la République et de cette valorisation du 12 octobre comme étant l'arrivée triomphale de Christophe Colomb. À New York aussi, il y a eu ces genres de manifestations également par la part
des différents peuples et la diaspora latino-américaine également. En Colombie, proprement dite, les commissions des droits de l'homme se mobilisent énormément. Elles documentent tout avec leur téléphone portable parce que ce sont des preuves. Et la commission des droits de l'homme de l'Amérique latine, la commission latino-américaine des droits de l'homme, suit de très près ces situations. C'est difficile de pouvoir répertorier tous les cas. Certains étudiants, notamment, ou des jeunes et des indigènes, ont pu avoir une assistance. D'autres sont encore en prison. Et la mobilisation, en tout cas, elle est assez importante de la part des réseaux et des nœuds des droits de l'homme pour continuer à veiller déjà à leur bien-être en prison. Il y a eu la transition gouvernementale, donc ça a permis aussi des allègements de peine, des révisions des procès, mais je ne suis pas experte en droit des droits de l'homme et je sais que je fais partie des nœuds qui documentent cela, c'est pour ça que je sais que ça avance. Pas seulement pour les MISAC, mais pour d'autres communautés également. Quant à... Wow, excuse-moi, là, il y a une moto qui s'amuse à passer, on dirait qu'il passe la tondeuse à cette heure-ci. Par rapport au viol des accords de paix, c'était la seule promesse politique claire du gouvernement des Duque, c'est-à-dire le président de la République, et qui a été maintenue. Donc, en effet, le traité de paix a été presque démantelé, notamment la commission spéciale et la juridiction spéciale pour la paix, c'est-à-dire une entité qui a une personnalité juridique à part entière. Le gouvernement ne peut pas prendre décision sur ce que les juges de la commission décident. Et c'est là où, justement, je vous invite à consulter le rapport de la commission de la vérité, puisque là, il y a tout un tas de processus qui ont été entamés, complètement inattendus. C'est-à-dire qu'ils ont ouvert des espaces, ce qu'on appelle las casas de la verdad, les maisons de la vérité, où beaucoup de militaires, beaucoup d'hommes politiques, beaucoup d'expatriés, un exode, beaucoup de personnes qui ont participé et qui ont été mercenaires pour le compte d'énormément de personnes de pouvoir, sont venus dire ce qui s'était passé pour de vrai. Et c'est là où on a les fameux cas des faux positifs, los falsos positivos, dont un film va sortir sous peu, et permet de parler enfin de ces vérités connues de tous, mais devenues tabous. Et aujourd'hui, ça ne faiblit pas, c'est très actif et il y a espoir que sous le ministère de la Justice actuel, il y a beaucoup plus de dialogue et beaucoup plus de facilité en termes de transparence par rapport au process de la justice au sujet des jeunes qui ont milité et manifesté pendant les rassemblements des 12 octobre et autres moments. Et si je dis pas de bêtises, tu me reprends si je dis des bêtises, mais la paix avec les FARC a créé un problème, je pense, qui s'est amplifié beaucoup, c'est la présence des entreprises étrangères, notamment pour les mines ou bien pour le tourisme qui se développe de façon très vite, puisqu'il y avait la paix, donc on peut revenir. Est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que c'est juste ou pas? C'est une épée de Damoclès. Nous, on s'interrogeait. Nous, quand je dis nous, je parle de nous en termes de tout ce qui est sciences politiques, on se posait des questions, mais nous aussi, en tant que citoyens, on se demandait qu'est-ce qui avait être le pendant juridique de ce traité de paix par rapport au niveau commercial. On libère une terre d'une présence qui était assez intimidante, donc des terres qui n'avaient pas été exploitées. Quelle était la protection, les garants juridiques pour que ces terres ne deviennent des terres exploitables au niveau industriel, notamment au niveau minier. C'était ça la crainte, et c'est ce qui s'est avéré avec la gouvernance du président Duque. Beaucoup d'autorisations, notamment pour le fracking, c'est-à-dire tout ce qui est les gaz et pétrole de schiste. Et c'est là où la signature, la ratification de ce traité pour la protection de l'environnement est importante, parce que ça a mis un stop, ça a mis un moratoire à énormément de licences qui pouvaient être données. Et aussi une aberration qui a eu lieu, c'est qu'on s'est rendu compte que depuis 2004, il y avait des terres qui étaient déjà promises pour des compagnies minières, des compagnies d'exploitation canadiennes, françaises, saoudiennes, depuis 2004. Or, le traité de paix a été signé en 2016. Mais il n'en demeure pas moins quand même que si on prend le tourisme, juste le tourisme, la Sierra se fait grignoter par les touristes, par le tourisme, et on a un vrai problème pour nous puisque ça fait monter le prix de la terre quand on doit racheter de la terre.
On a l'habitude de dire que le prix moyen de la terre, c'est à peu près 1 500 € à l'hectare avec les frais pour nous, pour nous ici pour racheter. Mais sur certaines zones, ça monte jusqu'à 2 500, 3 000 €. Et donc là, c'est une inflation terrible et on ne peut pas faire notre travail correctement à Tchenouko. Non. Bah, c'est justement c'est ce que on craignait. Si on ne voyait pas des garde-fous de la part du gouvernement par rapport à cette spéculation qui allait se faire, les terres allaient être vraiment marchandées et ce phénomène de gentrification dont tu parles allait se faire. Et la Sierra Nevada est tellement paradisiaque en termes de carte postale que ça fait venir aussi énormément de monde, pas seulement à la Sierra, dans tout le pays. Le tourisme s'est relancé. La Colombie est sortie la semaine d'après la signature du traité de paix en 2016. Elle est sortie de la liste noire des pays à ne pas visiter. Le Quai d'Orsay, par exemple, a donné un traitement différent aux Français qui s'est rendaient sur le pays. Mais aujourd'hui, la signature de la ratification des accords pour la sauvegarde de l'environnement peut-être vont permettre de réguler davantage les façons de recevoir, les quotas dans les territoires, les spéculations foncières, parce que justement, pour faire un appel à ce que disait Boris, ça cherche également cela, à préserver des terres pour pouvoir créer à nouveau des filières économiques. Et aussi un autre fait important, récemment, le président Petro a fait une élocution remarquable au sein des Nations Unies, et je vous invite aussi à suivre son discours. Il a parlé avec un langage qu'il a maintenu le long de sa présence politique dans le pays, c'est-à-dire qu'il a parlé d'empathie et il a expliqué comment il fallait changer le curseur par rapport à la lutte contre les drogues, c'est-à-dire préservons le sauvage d'où on croit qu'il vient le mal, c'est-à-dire la feuille de coca. Pourquoi pas on va tourner les politiques de subvention du plan colombien vers les dépendances à ces drogues, c'est-à-dire regarder d'abord vers le nord, dans les pays de l'Europe, c'est qui achète l'offre et la demande, comment elle se fait. Les études économiques, normalement, observent cela. Or, on essaye de brûler au glyphosate seulement la feuille de coca, mais c'est faux, on le sait tous. Quand on arrose, on brûle et on tue absolument tout, à commencer par les personnes. Et il change le curseur, il n'est pas dupe, il sait très bien que ça ne va pas changer du jour au lendemain. Par contre, ce qui est intéressant à arrêter dans son discours, et avec ça j'arrête, c'est qu'il a fait un appel à la région, un appel aux mandataires régionaux. AMLO, le président mexicain, lui a répondu aussitôt. En Argentine également, le Chili également, la Bolivie également, et même Maduro, et ça c'est aussi une autre chose assez encourageante, la frontière avec le Venezuela a été réouverte, les corridors humanitaires également, qui dit ça, dit santé, protection, dit beaucoup de délinquance qui s'était développée, beaucoup de rapatriements de délinquants des deux côtés, qui avaient profité de ce no man's land pour faire leurs entreprises parallèles à l'économie formelle et traiter des personnes, etc., et tout autre type d'îles. Et donc, ça aussi, c'est encourageant pour le pays. Voilà. Merci beaucoup, Durley. Il est 22 h. Notre principe, c'est qu'on essaie de faire des rencontres d'1h30, sauf si quelqu'un a une question, une remarque urgente à faire. Sinon, peut-être, Durley, pendant que je vais poser la question suivante, peut-être si tu as des références à mettre dans le chat, à partager. Quelqu'un a demandé, notamment tout à l'heure, est-ce que tu avais publié des choses, si tu avais publié des choses, des articles ou des références sur les questions, est-ce que tu peux mettre ça dans le chat? Voilà. Et puis, je vois là Boris et puis Rémi qui ont commencé à mettre des petits commentaires. Est-ce que je peux vous inviter pour Durley, pour nous, à mettre un petit commentaire sur, voilà, sur ce temps qu'on vient de passer ensemble? Ça vous a intéressé, ça ne vous a pas intéressé? Vous avez appris des choses, vous avez envie d'en savoir plus, je ne sais pas, ce que vous voulez. Juste, et j'insiste, je me permets d'insister encore sur cette histoire de tourisme. Vraiment, notre message à Tchendoukoua, c'est ne venez pas chez les Kogi, ne venez pas chez les Arhuacos, ne venez pas chez les Wiwa, parce que même avec les meilleures intentions du monde, on contribue à les faire disparaître. Et ça, c'est un vrai problème. En dehors de questions de santé ou autre, évidemment, on contribue à les faire disparaître. Alors oui, Lucas Savilla, tu peux préciser comment c'était? Comment ça s'écrit, Lucas Savilla? Quand tu as parlé tout à l'heure de Oui. Lucas Savilla. Lucas, 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 plus loin, Villa,
Lucas Villa. Villa, Villa, la ville, comme une ville. Ok. Oui, voilà, Villa de Ah. Leyva. Ok, donc merci. L'enregistrement de la soirée, il sera disponible sur la chaîne YouTube de Chaîne de Quoi d'ici un petit peu. Voilà. Comme on disait, les co-guideurs de nos conférences, restez chez vous, absolument, et occupez-vous de vos propres espaces. Et c'est vrai que dans les gens qui viennent en Colombie, ils viennent s'occuper à la place des co-guides ou des autres. Ils veulent leur dire ce qu'il y a à faire, et ça, c'est difficile à entendre de leur part, évidemment. Françoise Léger a envoyé le message juste pour moi. Il faudrait le partager pour Durley, parce que là, vous l'avez envoyé que moi. Je ne sais pas, mais je vous signe à faute de frappe. Voilà, je vois que Durley nous envoie des informations. Je vais couper l'enregistrement et vous remercier. On peut rester quelques minutes. Je coupe l'enregistrement pour la fin. Si vous avez envie d'exprimer quelque chose à voix haute, peut-être parce que vous avez été très sage. En tout cas, merci beaucoup Durley pour tout ça.